Et si l'on vous disait que l'Afrique abritait jadis des royaumes aussi puissants, aussi raffinés et aussi technologiquement avancés que Rome, Byzance ou la Chine impériale? Et si ces royaumes, bien que brillants dans les domaines de l'architecture, de la diplomatie, de la science et du commerce, avaient été volontairement effacés de nos livres d'histoire? Trop souvent, lorsqu'on évoque l'histoire du continent africain, les images qui surgissent sont celles de la colonisation, de la pauvreté ou des conflits. Mais avant que l'Europe n'impose ses frontières arbitraires, avant que les récits coloniaux ne réécrivent les mémoires, l'Afrique était un continent riche en civilisations florissantes, en dynasties puissantes, en cultures avancées et en sociétés savamment organisées. Cette introduction n'est pas une tentative de réécriture idéalisée du passé. C'est une invitation à rétablir une vérité oubliée, à combler un vide narratif construit par des siècles de silence complice et de manipulation historique. Car l'effacement des royaumes africains de la mémoire collective mondiale ne relève pas du hasard. C'est le fruit d'un long processus de marginalisation intellectuelle où l'ignorance a été cultivée, parfois sciemment, pour asseoir des idéologies de domination. À travers les siècles, des civilisations entières ont été réduites à des notes de bas de page, quand elles ne sont pas tout simplement passées sous silence. Le royaume du Bénin, par exemple, possédait une ville plus propre et mieux planifiée que n'importe quelle capitale européenne du XVe siècle. L'empire du Mali, à son apogée, faisait trembler le monde islamique par sa richesse inimaginable. Le royaume du Kouch, bien avant même l'Égypte des pharaons, construisait déjà des pyramides, développait l'écriture et maîtrisait la métallurgie. Tous ces exemples, et des dizaines d'autres, illustrent à quel point l'histoire africaine est vaste, complexe et brillamment articulée, et à quel point elle a été injustement refoulée dans l'ombre. Mais alors, pourquoi cette omission massive? Pourquoi ces royaumes n'apparaissent-ils pas dans nos manuels scolaires, dans nos musées ou dans nos représentations populaires? Il faut comprendre que l'histoire, loin d'être neutre, est un outil politique. Ce qui est raconté ou tu dépend toujours de celui qui détient le pouvoir. Pendant la colonisation, il était impératif de justifier la mission civilisatrice de l'Europe, présenter l'Afrique comme un continent sans passé glorieux, sans structures étatiques solides, sans pensée philosophique ou organisation scientifique, permettait de légitimer l'occupation, l'exploitation et la déshumanisation. L'effacement de l'histoire des royaumes africains n'est donc pas une simple lacune académique. C'est une violence symbolique, une attaque contre l'identité, la mémoire et la dignité d'un peuple. Aujourd'hui, nous vivons les séquelles de ce silence. Des générations entières d'Africains et de descendants de la diaspora ont grandi sans connaître la grandeur de leur propre passé. Pire encore, le monde entier a intégré, souvent inconsciemment, une hiérarchie historique biaisée où l'Afrique commence avec l'esclavage et se définit par son interaction avec l'Occident. Il est temps de renverser cette logique. Il est temps de redonner à l'Afrique son récit, son génie, ses racines. Il est temps d'exhumer les trésors ensevelis de l'histoire africaine, non pas pour s'y enfermer, mais pour en tirer la force de se réinventer. Ce documentaire, ou cette série de récits que vous allez découvrir, n'a pas pour but de dresser une liste exhaustive ou encyclopédique des royaumes africains oubliés. Il vise plutôt à provoquer une prise de conscience, à susciter la curiosité, à réveiller l'esprit critique. Nous allons ensemble voyager à travers les âges et les paysages, du Sahel à la vallée du Nil, des forêts du Congo aux cités côtières de l'Afrique de l'Ouest. Nous irons à la rencontre de rois visionnaires, de reines stratèges, de bâtisseurs, de savants, de guerriers et de poètes. Nous explorons les histoires du royaume du Ghana, de l'empire Songhai, du royaume de Monomotapa, de l'Aksum éthiopien et de bien d'autres encore. À chaque étape, nous confronterons les mythes et les stéréotypes, nous interrogerons les sources historiques, nous dialoguerons avec les traditions orales et nous ferons appel aux dernières avancées archéologiques. Car il ne s'agit pas seulement de raconter ce qui a été, il s'agit de comprendre pourquoi cela a été effacé et ce que cela dit de notre présent. L'histoire africaine ne commence pas avec la colonisation, elle ne commence pas avec l'esclavage, elle commence bien avant. Elle est multiple, éclatée, brillante, parfois tragique, mais toujours humaine. Elle mérite d'être connue, enseignée, transmise, non seulement pour rendre justice au peuple dont l'héritage a été volé, mais aussi pour enrichir notre compréhension globale du monde. Ainsi, à travers ce projet, nous vous proposons de regarder au-delà des clichés, de rompre avec l'inertie du silence et de faire acte de mémoire. Ce n'est pas un simple retour en arrière, c'est une avancée vers une histoire plus juste, plus complète, plus universelle. Bienvenue dans un voyage de redécouverte. Bienvenue dans les royaumes africains que l'histoire a effacés. Quand on plonge dans l'histoire africaine précoloniale, un monde oublié se dévoile, vibrant d'ingéniosité, d'organisation politique, de spiritualité complexe et de réseaux commerciaux étendus.
Loin de l'image figée d'un continent immobile avant l'arrivée des Européens, l'Afrique regorgeait de civilisations avancées, de cités prospères et de dynasties éclairées. Ce développement entend révéler quelques-uns de ces royaumes majeurs, injustement ignorés ou minimisés dans la mémoire collective mondiale. Prenons d'abord le royaume de Kouch, situé au sud de l'Égypte actuelle, dans ce qui est aujourd'hui le Soudan. Ce royaume a non seulement rivalisé avec l'Égypte pharaonique, mais l'a aussi dominé à un moment donné de son histoire. Les Kouchites ont régné sur toute la vallée du Nil jusqu'à Memphis, sous la célèbre 25e dynastie. Pourtant, leur rôle est souvent effacé au profit d'un récit égyptocentré qui nie les influences noires africaines sur les cultures méditerranéennes. Le royaume de Kouch a laissé des vestiges impressionnants à Méroé, dont plus de 200 pyramides, bien plus nombreuses que celles d'Égypte. Il maîtrisait la métallurgie du fer, disposait d'un système administratif complexe et utilisait une écriture encore partiellement déchiffrée. Plus à l'est, le royaume d'Aksum, en Éthiopie, brillait dès le 1er siècle de notre ère comme une puissance économique et religieuse. Sa capitale, également nommée Aksum, impressionnait par ses obélisques gigantesques, ses routes pavées et ses églises taillées dans la roche. Ce royaume fut l'un des premiers au monde à adopter le christianisme comme religion d'État bien avant l'Empire romain. Il contrôlait des routes commerciales reliant l'Afrique, l'Arabie et l'Inde. Ses pièces de monnaie en or, frappées avec des inscriptions grecques et sabéennes, attestent de son rayonnement international. Pourtant, son nom reste absent des cours d'histoire, et rares sont ceux qui savent qu'il était cité parmi les 4 grandes puissances de l'Antiquité par les géographes grecs. Avançons vers l'Afrique de l'Ouest et découvrons l'empire du Ghana, à ne pas confondre avec le pays moderne. Cet empire naît dès le IVe siècle et devient une puissance régionale incontestable. Il contrôle le commerce transsaharien de l'or, du sel, de l'ivoire et des esclaves. Sa capitale, Koumbi Saleh, impressionnait les chroniqueurs arabes pour sa richesse et son organisation. Les rois y vivaient dans des palais entourés de jardins, dirigeaient des armées disciplinées et entretenaient des relations diplomatiques avec les califats du Moyen-Orient. L'empire tomba au XIe siècle, affaibli par des luttes internes et les invasions almoravides, mais son héritage fut repris et amplifié par l'empire du Mali. C'est avec l'empire du Mali, au XIIIe et XIVe siècle, que l'Afrique de l'Ouest atteint un sommet de prospérité. Son dirigeant le plus célèbre, Mansa Moussa, est considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire. Lors de son pèlerinage à la Mecque en 1324, il distribua tant d'or qu'il provoqua une déflation durable au Caire. Tombouctou, l'une des principales cités de l'Empire, devient un centre intellectuel mondial avec ses milliers de manuscrits, ses universités islamiques et une architecture sahélienne qui impressionnait les visiteurs. Des savants venus d'Espagne, d'Égypte ou du Maroc y étudiaient. Mais dans les manuels scolaires, ces réalisations sont souvent réduites à quelques lignes ou totalement ignorées. Non loin de là, l'empire Songhai émerge comme l'un des plus vastes d'Afrique, s'étendant du Niger à la mer Rouge. Son administration était extrêmement structurée, avec des ministères pour l'armée, la justice, le commerce et les affaires étrangères. Son armée, bien équipée, contenait des milliers de cavaliers et d'archers. L'empereur Askir Mohamed modernisa l'État, fit construire des mosquées, des écoles et régula les marchés. À son apogée, au XVe siècle, l'empire Songhai rivalisait avec les grandes puissances européennes. Pourtant, il n'est jamais présenté comme tel dans l'imaginaire collectif occidental. En Afrique centrale et australe, le royaume du Congo et le royaume du Monomotapa nous offrent d'autres exemples flagrants d'effacement. Le Congo, au XVIe siècle, entretenait des relations diplomatiques et religieuses avec le Portugal, envoyait des ambassadeurs au Vatican et convertissait une grande partie de sa noblesse au christianisme. Les archives européennes témoignent de cette diplomatie, mais les manuels n'en parlent presque jamais. Quant au Monomotapa, dont les vestiges sont visibles au Zimbabwe, les ruines de Great Zimbabwe, il a été délibérément exclu des récits historiques. Pendant longtemps, les colons refusèrent d'admettre que ces structures de pierre, complexes et massives, pouvaient être l'œuvre d'Africains, allant jusqu'à inventer des origines phéniciennes ou arabes. Il faut souligner que cet effacement ne s'est pas seulement fait par ignorance. Il a souvent été volontaire. Les administrateurs coloniaux, les missionnaires et certains historiens européens ont participé à une campagne active de minimisation, voire de falsification, de l'histoire africaine. Détruire la mémoire d'un peuple, c'est briser son identité. Effacer ses ancêtres, c'est couper sa transmission culturelle. Cette stratégie visait à imposer un récit où l'Afrique n'avait pas d'histoire propre avant l'arrivée de l'Europe, rendant ainsi la colonisation moralement nécessaire. Mais aujourd'hui, de nombreux chercheurs africains, archéologues, linguistes et historiens locaux mènent un travail de réhabilitation. Ils redonnent vie aux noms, aux dynasties, aux cartes, aux récits oubliés.
Il redécouvre les manuscrits de Tombouctou, déchiffre les textes de Méroé et retrace les routes commerciales de l'Afrique précoloniale. Il restaure une dignité longtemps piétinée. Redonner voix aux royaumes africains effacés de l'histoire, ce n'est pas simplement une entreprise académique ou archéologique. C'est un acte politique, une nécessité morale, un devoir de mémoire collective. Ce n'est pas seulement à l'Afrique que l'on a volé ces pages d'histoire, mais à l'humanité tout entière qui se trouve appauvrie par le silence imposé à une civilisation millénaire aux multiples visages. L'idée même que l'Afrique n'aurait pas eu d'histoire avant la colonisation est un mensonge forgé par des siècles d'idéologies impérialistes. C'est une falsification qui a justifié l'oppression, la mise en esclavage, l'exploitation des ressources et l'effacement culturel. Or, l'Afrique n'a jamais été un continent en attente d'être découvert. Elle fut le berceau de l'humanité, un foyer de savoir, d'échange, de spiritualité, de pouvoir organisé et de créativité artistique. Rappeler l'existence et la grandeur du Kouch, d'Aksum, du Ghana, du Mali, du Songhai, du Monomotapa ou du Congo, ce n'est pas faire preuve de nostalgie romantique. C'est rétablir la vérité historique. C'est affirmer que ce royaume avait des systèmes de gouvernance, des administrations avancées, des codes juridiques, des monnaies, des universités, des bibliothèques, des armées disciplinées, des artisans virtuoses, des poètes, des astronomes, des architectes et des diplomates. C'est reconnaître que, loin d'être de simples spectateurs passifs de leur destin, les Africains ont été les architectes de civilisations complexes qui ont rivalisé, dialogué ou échangé avec Rome, Byzance, les califats arabes, la Chine et l'Inde. Mais alors, pourquoi ces royaumes ont-ils été effacés de notre mémoire collective? Pourquoi les noms de Mansa Moussa, d'Askia Mohamed ou du roi Ezana ne résonnent-ils pas dans les manuels scolaires comme ceux de Charlemagne, Alexandre ou Napoléon? Pourquoi les ruines de Great Zimbabwe sont-elles moins connues que celles de Pompéi, alors qu'elles sont tout aussi impressionnantes et chargées d'histoire? Pourquoi les manuscrits de Tombouctou ne sont-ils pas étudiés comme les codex médiévaux européens, malgré leur richesse intellectuelle? Parce que l'histoire, telle qu'elle a été racontée pendant des siècles, a été écrite par les vainqueurs. Et ces vainqueurs avaient intérêt à dépeindre l'Afrique comme une terre sans passé, une page blanche sur laquelle l'Europe pouvait écrire sa propre mission civilisatrice. Les récits coloniaux ont volontairement occulté la vérité, ont détruit les archives, ont nié les sources orales, ont méprisé les langues locales, ont remplacé les toponymes ancestraux par des noms imposés. Et longtemps, les institutions éducatives ont poursuivi cette tradition, en enseignant qu'une histoire fragmentaire, biaisée, amputée. Or, l'effacement de ce royaume n'est pas un fait immuable. Il doit être inversé. Nous avons aujourd'hui les outils, les ressources, les preuves et surtout la volonté de corriger cette injustice historique. Des historiens, des enseignants, des journalistes, des cinéastes, des artistes et des conteurs africains et afrodescendants s'emploient à reconstruire le puzzle de cette mémoire perdue. Ils redessinent des cartes, traduisent des manuscrits, exhument des chroniques, interrogent les anciens, documentent les traditions orales, numérisent les vestiges et surtout transmettent. Mais ce travail de réparation ne peut pas être uniquement africain. Il doit être universel, car il en va de notre capacité collective à regarder notre passé en face, sans filtre, sans hiérarchie, sans eurocentrisme. Reconnaître la grandeur des royaumes africains, c'est faire preuve d'honnêteté intellectuelle, de respect culturel et de responsabilité historique. C'est permettre aux jeunes générations africaines de grandir avec fierté, enracinées dans une mémoire retrouvée. C'est offrir aux enfants du monde une vision plus riche, plus juste et plus diverse de l'humanité. Cette reconnaissance a aussi un impact contemporain profond, car l'effacement historique produit des effets sociaux, économiques et identitaires durables. Il alimente le racisme, le complexe d'infériorité, le mépris culturel, l'ignorance mutuelle. Il perpétue l'idée que certains peuples n'auraient rien apporté à la civilisation. Or, restaurer l'histoire de l'Afrique, c'est lutter contre toutes ces formes d'invisibilisation. C'est dire, oui, l'Afrique a inventé, pensé, bâti, transmis. Elle n'a pas besoin d'être sauvée ou réparée de l'extérieur. Elle a besoin d'être écoutée, comprise, célébrée. Nous devons, collectivement, inclure ce royaume dans les programmes scolaires, dans les musées, dans les livres d'histoire, dans les films, dans les récits populaires. Nous devons enseigner que le continent africain n'est pas né de la colonisation, mais qu'il a une profondeur historique aussi vaste que celle de l'Europe ou de l'Asie. Il ne s'agit pas d'ériger une nouvelle forme de nationalisme historique, mais de rétablir l'équilibre des récits, car toute omission systématique est une forme de violence symbolique. Et il est encore temps, il est encore possible d'agir, de produire des documentaires,
de financer des recherches, de publier des essais accessibles, de créer des expositions itinérantes, de traduire les récits oraux en plusieurs langues, d'enseigner l'histoire africaine dans toutes les écoles, pas seulement en Afrique. Il est temps de faire résonner les noms oubliés, de redonner leur place aux civilisations englouties, de raviver les voix ensevelies par la poussière des siècles et les silences complices. Car tant que ces royaumes resteront dans l'ombre, c'est notre humanité entière qui restera incomplète. Et tant que l'histoire de l'Afrique sera racontée à moitié, c'est notre avenir que nous construirons sur des fondations inégales. Alors, posons-nous cette question simple. Quelle vérité voulons-nous léguer aux générations futures? Une histoire partielle, biaisée, mutilée? Ou une histoire plurielle, riche, fidèle à la complexité du monde? La réponse ne dépend que de nous. Et cette réponse commence ici, maintenant en reconnaissant ces royaumes africains que l'histoire a effacés, pour qu'enfin ils puissent briller à nouveau dans la lumière qu'ils n'auraient jamais dû perdre.